Deuxième jour de visite pour Patrick Caner, le ministre des Sports. Il a promis des fonds pour aider au développement du CREPS et des installations sportives et s'est dit également satisfait de la rénovation urbaine des abîmes en cours. L'Agence régionale de santé a présenté les principaux axes de la politique de soins qui sera mise en place cette année. Un accent particulier a été mis sur les actions de prévention en matière d'obésité et des rapports sexuels non protégés. Il est le groupe de musique le plus emblématique de la Guadeloupe. Les musiciens d'Akio feront chavirer le Grand Carbet de Fort-de-France en Martinique le 30 septembre prochain. En avant-première sur ATV Guadeloupe, la préparation de ce méga concert. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Caner, est en visite chez nous depuis hier. Après avoir présenté son nouveau plan de développement des équipements sportifs qu'il entend lancer en 2017, il s'est penché aujourd'hui sur le dossier de la rénovation urbaine. Reportage Isabelle Hameau. C'est au CREPS Antilles-Guyane que le ministre a terminé sa tournée de visite ce matin. C'est le seul établissement en France qui accueille une cité scolaire. Ça, c'est remarquable. Et donc, Après avoir fait le tour rapide des équipements de l'établissement, le ministre accueillera pendant plus d'une vingtaine de minutes autour d'une table les élèves de la cité scolaire. On a voulu passer quelques minutes avec cette nouvelle génération de sportifs. C'est vraiment pour moi, en tant que ministre des Sports et de la Jeunesse, c'est vraiment un bonheur de vous voir. Vous êtes jeunes, vous êtes sportifs. Des jeunes extraordinaires que je viens de rencontrer ici au CREPS, le CREPS Antilles-Guyane, je tiens à le préciser, qui nous montre qu'ils sont capables d'allier parcours scolaire réussi, toujours réussi, et en même temps carrière sportive potentielle. Donc vraiment des ondes positives qui ont été émises toute la matinée en Guadeloupe. À l'issue de cette dernière rencontre, le ministre a pu dresser un bilan quant aux équipements sportifs de l'archipel. L'obligation qui est la mienne, qui est celle des élus locaux, c'est d'avoir des équipements sportifs de niveau tout à fait remarquable sur toute l'île de Guadeloupe. Et ça passe par le plan que j'ai évoqué hier, le plan de développement des équipements sportifs, qui va aider les communes, les intercommunalités, la région, le département, à se mobiliser pour donner des équipements là où ils sont de médiocre qualité et puis aussi peut-être créer de nouveaux équipements pour de nouveaux sports qui manquent ici en Guadeloupe. Donc en fait l'idée c'est de créer une chaîne vertueuse qui favorise le sport qui est un formidable outil de lien social, de cohésion sociale, qui est un formidable outil aussi d'intégration pour des jeunes qui ont parfois des difficultés. Un plan d'accompagnement satisfaisant pour la collectivité régionale qui a pour futur projet la réalisation de certains nouveaux aménagements pour le CREPS Antilles-Guyane. Là, nous faisons la tournée avec le ministre. Nous savons que le ministère de l'Outre-mer a déjà prévu 1,6 million pour nous dans le cadre de l'aide suite à la Coupe Davis. Il y a 5 millions qui sont dégagés pour les CREPS. Donc maintenant, c'est à nous de faire très vite, à monter des dossiers de manière à ce que nous puissions consommer ces sommes pour pouvoir réhabiliter ce CREPS. Également ministre de la Ville, il s'est aussi intéressé à l'aménagement urbain du territoire. Ce matin, aux abîmes, l'inauguration d'une école en plein quartier prioritaire de la ville. J'ai été aussi rencontrer le maire de Pointe-à-Pitre sur la rénovation urbaine et on a vu ce que la rénovation urbaine était capable d'apporter à des quartiers qui, pendant des années, ont été en relégation et aujourd'hui peuvent retrouver une forme de fierté, même d'espoir en l'avenir. Dès son retour en France, Patrick Caner se penchera sur un plan de développement des équipements sportifs pour l'archipel. Un plan qui devrait voir le jour en janvier prochain. En Martinique, après la mobilisation des enseignants du lycée Bellefontaine hier, c'était au tour des élèves d'exprimer leur mécontentement. Ils dénoncent des emplois du temps incohérents, des fontaines à eau hors d'usage depuis 1 an, ou encore l'absence de professeurs pour enseigner certaines matières. Le reportage de Loïc Régis et de Guy Raphaël René d'ATV Martinique. Des emplois du temps inappropriés. Depuis la rentrée scolaire, certaines classes se retrouvent en difficulté. Elles enchaîneraient parfois plusieurs heures d'affilée d'une même matière. La situation est intenable selon les élèves. Il y a des heures qui sont mal réparties. Nous avons des journées que nous appelons des journées marathon d'heures. Nous avons plus de 5 heures de maths dans la même journée, des fois même 6 heures de physique dans la même journée, qui sont après 3 semaines de cours toujours pas réglées. Donc les élèves ont décidé de faire grève pour dénoncer toutes ces aberrations des emplois du temps, que ce soit dans la section générale ou dans la section professionnelle. Hier, les enseignants ont entamé un mouvement de protestation. Les élèves ont donc décidé de se mobiliser à leur tour en séchant les cours. Et les problèmes liés aux emplois du temps ne sont pas les seules revendications. Il y a des murs salis qui ne sont jamais nettoyés.
Plein de choses de ce style-là. Et puis parfois, il y a des problèmes qui durent et qui ne se règlent pas. Enfin, la fontaine d'eau, ça fait actuellement, par exemple, 1 an qu'elle n'est pas réparée. Donc à la cantine, pour boire de l'eau, c'est compliqué. Nous sommes dans des salles, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur. Et même les salles, justement, où il devait y avoir une clim, elles ne fonctionnent plus. Quelques réunions ont eu lieu avec le chef d'établissement, mais le dialogue est pour le moment difficile. Enfin, les informations ne passent pas dans le lycée. Quand elles passent, bon, c'est compliqué. Et le proviseur, comment dire ça, quand on est, par contre, on essaye de faire de rentrer en communication avec lui, c'est un peu compliqué. Et par exemple, on était en réunion avec lui, il nous a dit que c'est pas de sa faute si les emplois du temps sont comme ça. On a l'impression que chacun se renvoie la faute, car il n'y a d'avance, quoi. Le proviseur n'a pas souhaité répondre à notre demande d'interview. La mobilisation pourrait se poursuivre lundi prochain si aucune amélioration n'est faite aux emplois du temps. Ce vendredi 23 septembre était la journée de lutte contre l'échec scolaire. Quelle est selon vous la meilleure façon d'inciter les élèves à poursuivre leur scolarité? Nous avons posé la question aux principaux concernés, c'est-à-dire les lycéens. On les écoute. Il faut travailler et il faut se donner les moyens. Travailler. Oui, réviser, je sais pas là, c'est le seul objectif, réussir. Tu finis à midi? Faut apprendre, voilà, faut travailler. C'est du travail, c'est de la volonté. Hein. Ça passe que par la volonté. Hein. Si on veut réussir, il faut faire un travail sur soi-même. C'est juste ça, la réussite c'est nous, c'est la volonté en fait. La recette, c'est le travail. Hein. Le travail et aussi le groupe, être avec des personnes pour vous aider. Ça dépend de tout le monde, chacun fait son type de choix. Pour moi, c'était on révisait en groupe, on s'aidait, comment dire ça? Mutuellement, voilà. C'était plus l'organisation. Après, il faut savoir définir les priorités, tout ça, bien s'encadrer et tout. Moi, je pense que c'est d'abord un travail personnel. Hein. Je pense qu'il faudrait que la personne ait envie déjà. C'est toute une question d'envie. Après, si la personne a envie, elle va prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire prendre des cours, demander des conseils, etc. Après, tout joue sur la personne. On ne va pas forcer quelqu'un à faire quelque chose et c'est à peu près tout. Pour lutter contre l'échec scolaire, je pense mieux suivre les élèves en difficulté à l'école, mettre en place peut-être des classes spécialisées. Il y en a déjà, mais en créer d'autres, plusieurs, pour leur aider à faire qu'ils n'échouent pas justement à l'école. Et toi? Après, c'est pas que les professeurs, il y a aussi le travail personnel qui doit suivre. Et si on ne comprend pas quelque chose, il faut surtout le dire aux professeurs pour qu'ils puissent adapter ses cours à tous les élèves. Le mouvement politique Ecosabim organise demain une conférence débat au campus de Fouillol. Elle a pour ambition de s'interroger sur les marges de manœuvre des élus locaux pour faire face aux défis auxquels est confrontée la Guadeloupe. Olivier Servat, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de ce mouvement politique. C'est une rentrée, j'ai envie de dire, plutôt studieuse. Quel est le message que vous souhaitez adresser aux élus et à la population guadeloupéenne en choisissant cette thématique ? Oui, effectivement, en tant que rentrée politique, on a voulu s'interroger sur les vraies problématiques, les vrais défis que doit aujourd'hui relever la Guadeloupe. Et comme nous sommes dans le champ politique, on a voulu aussi de façon très pragmatique et très lucide, voir quel est le réel pouvoir des élus sur ces problématiques que nous allons aborder. Alors pour enrichir le débat, vous avez fait appel à des universitaires et des militants politiques. Je peux citer parmi eux Pierre-Yves Chicot, le politologue Georges Calice, qu'on connaît bien à TV Guadeloupe, ou encore l'universitaire et conseiller régional civique Gustave Duflo. Qu'attendez-vous de chacune de ces compétences que vous allez mobiliser? Eh bien, en réalité, quelles sont les problématiques aujourd'hui en Guadeloupe? L'eau, les déchets. Sylvie Gustave Duflo, qui est en charge, vice-présidente de région, en charge de ces problématiques-là à la région, va nous éclairer sur ce qui est possible de faire, dans quel délai et ce qui n'est pas possible de faire. Par exemple, Georges Calix va nous éclairer sur la loi Notré, qui est une loi qui a vraiment bouleversé les champs de compétences et a mis la région au cœur des compétences, notamment économiques. Raymond Nouvier va nous parler de quelque chose qui est tabou, l'illettrisme. Savez-vous qu'il y a à peu près 20% de personnes qui sont en situation d'illettrisme? Eh bien, quand on est un peu dans l'illettrisme, on n'ose pas aller vers l'emploi, on n'ose pas aller vers les formations et on est bloqué. Franck Garin, intéressant, va nous dire comment
si possible, faire exister la Guadeloupe dans la tête des Guadeloupéens. C'est-à-dire, on va parler de mentalité. Par exemple, pourquoi pas de nationalisme économique, j'imagine. Et puis aussi, face aux problèmes d'insécurité que l'on voit aujourd'hui, n'y a-t-il pas une raison dans le cocon familial, dans le cocon finalement de ce que nous concevons comme étant de la consommation, une société de consommation. Donc on va s'intéresser à ces choses-là. C'est vrai que je m'intéresserai aussi aux problématiques du chômage, du développement économique, de l'accompagnement des entreprises et des fonds européens, puisque la région gère pour 5 ans à peu près un petit milliard d'euros. C'est important. Il va donc falloir pouvoir bien gérer toute cette affaire-là. Et puis, il y aura un fonctionnaire de l'État qui va nous parler des mesures pour gérer l'insécurité en Guadeloupe. Alors, autant d'experts pour discuter, amener une certaine réflexion sur ces sujets très importants pour la Guadeloupe. Est-ce que ces travaux, parce qu'en général on ne les publie pas, est-ce qu'ils seront justement publiés, disponibles pour la population guadeloupéenne? Oui, c'est une question très importante. En général, effectivement, il y a de très belles réflexions et puis ça tombe en désuétude. Là, nous avons choisi l'université et il y aura des actes de cette manifestation et on va tout filmer. Et on va donc pouvoir le publier via YouTube sur notre site Facebook. Et on va aussi sélectionner des éléments clés concernant le message sur le réel pouvoir des politiques en Guadeloupe aujourd'hui. Oui, donc ce sera publiable et réutilisable. Est-ce que justement ces travaux pourront également aussi aboutir à des propositions concrètes, parce que vous siégez au Conseil régional, et être discutées? Exactement, c'est exactement l'objectif. Il ne s'agit pas de parler pour bavarder, il s'agit de parler pour agir. Il s'agit de faire comment envisager de faire pour la Guadeloupe. Et d'ailleurs, cette conférence pourra être dupliquée. Là, on l'a fait en Grande Terre, on pourra envisager de la faire en Basse Terre très prochainement dans les îles, parce qu'il faut qu'on puisse partout porter la bonne parole sur ce qu'on pourra faire réellement et sous quel délai. Olivier Servat, je pose la question sur l'ambition qui se cache derrière cette conférence, parce que c'est un mouvement politique aussi qui a pris énormément d'ampleur ces dernières années, 550 adhérents en 2015, je suppose que ça a augmenté. Vous étiez très sollicité à une période, vous avez finalement choisi votre camp, Harry Chalus. Est-ce que vous préparez les législatives avec ce mouvement ou alors est-ce que vous êtes en train d'attendre le moment opportun pour remplacer Éric Gelton à la mairie des Abîmes? On sait que vous vous battez depuis des années. Alors, l'ambition cachée de cette conférence, c'est la Guadeloupe en réalité. Parce que toute action politique vise à pouvoir œuvrer. Aujourd'hui, nous sommes en responsabilité depuis à peu près moins d'un an. Il s'agit aujourd'hui de ne pas se disperser et de faire comme les anciens politiciens, courir d'un mandat à l'autre et d'une élection à l'autre. Aujourd'hui, on doit être concentré sur la mission qui m'a été confiée en tant que vice-président en charge de l'économie, l'innovation et la recherche et le développement pour pouvoir répondre aux problématiques de la Guadeloupe et des Guadeloupéens. Donc c'est là mon énergie est concentrée sur ces éléments-là. Et jusqu'à la fin de l'année, il faut que l'on puisse pouvoir sortir le schéma régional de développement économique. Donc on ne va pas commencer à se disperser dans des élections lointaines, présidentielles, c'est pas très loin. municipales. Olivier Servat, c'est pas très loin les élections législatives. Vous savez, lorsqu'on est dans l'urgence aujourd'hui en Guadeloupe, quand les Guadeloupéens, les chefs d'entreprise ont besoin de subventions et de réponses au quotidien, il est urgent de pouvoir leur répondre demain, après-demain. Et c'est là toute mon énergie, elle sera consacrée sur cela. On aura le temps de voir le moment venu s'il faut ou pas pouvoir aider la Guadeloupe sous d'autres niveaux, à d'autres niveaux et d'autres élections. Et est-ce que justement le mouvement politique Ecosabim prépare le terrain pour ces élections? Le mouvement Ecosabim est un mouvement militant et politique et effectivement on se tient prêt à toute éventualité partout. Vous êtes en campagne également pour les législatives? Alors, je vous disais qu'effectivement, nous sommes en campagne pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, le mouvement ne m'a pas encore désigné candidat pour les législatives et tout à cause, il ne sera pas question de cela avant l'année prochaine. Je déplore franchement qu'il y ait cette agitation alors qu'on a des vraies problématiques à gérer et que du candidat ait envie, rêve de la députation. Ce n'est pas le moment. Olivier Servat, vous l'avez dit, au Conseil régional en charge de l'économie. Parlez-nous un petit peu de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la région Guadeloupe sur ce domaine qui est vraiment important? Exactement. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on doit pouvoir assurer à une entreprise qui sollicite un financement, une subvention, une complétude. Aujourd'hui, OK, la région donne 40% de subventions, mais il manque les 60%. Les banques, parfois, ne jouent pas le jeu. On travaille sur un élément très précis avec la Banque publique d'investissement, c'est le prêt régional sans garantie pour pouvoir, en plus de la subvention, et je peux vous dire que la commission que je préside sous l'impulsion du président Chalus a réduit les délais. On est passé d'à peu près 12 mois d'instruction de dossier à 3 mois parce que chaque mois, on fait une commission thématique, chaque mois, on a une commission permanente pour faire avancer les dossiers. Ensuite, on a un gros chantier, énorme chantier avant la fin de l'année, c'est le nouveau schéma régional de développement économique
d'internationalisation et d'innovation, plus le schéma de la formation professionnelle et plus le schéma de l'enseignement supérieur. Je suis vraiment concentré sur ça pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir répondre concrètement, en synergie avec les intercommunalités, avec la CCI, avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, avec la Chambre de l'économie sociale et solidaire, pour pouvoir répondre aux problématiques réelles des entreprises, qu'elles aient un financement et que les banques ne leur fassent pas traîner de façon inconsidérée trop longtemps et qu'on crée de l'emploi. Olivier Servat, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Restez avec nous. Je vous propose de regarder avec moi une histoire, celle d'un homme handicapé qui vit dans des conditions très précaires à Sainte-Marie en Martinique. Sa sœur qui habite en France hexagonale se bat justement pour qu'il puisse accéder à un logement digne. L'histoire se déroule en Martinique, je l'ai dit, on regarde le reportage de nos confrères d'ATV Martinique. Danielle vient de rencontrer une assistante sociale, comme à chaque fois qu'elle rentre en Martinique. Une démarche entreprise pour son frère qui, en plus d'être en situation de handicap, vit dans une maison insalubre. 10 ans qu'elle mène ce combat, sans résultat, une situation devenue insoutenable pour cette femme aujourd'hui désespérée. Tout à l'heure, je devais récupérer un document au CTM. Je pensais récupérer ce document qui peut-être aurait pu m'aider à revenir. Parce que c'est un document que j'aurais pu présenter à mon travail, à ma mairie, à Choisir le Roi, pour leur dire voilà, la preuve que j'ai besoin d'être en Martinique pour aider mon frère. Son frère, le voici. Raphaël nous fait visiter l'endroit où il vit, un habitat fait de panneaux de bois et de tôles ondulées. Une maison devenue insalubre après le passage du cyclone Dean en 2007, voire très dangereuse pour ce quadragénaire en situation de handicap et souffrant de drépanocytose. On est comme ça, on a fait des demandes, des démarches et on est toujours comme ça, rien à faire. Il y a des bêtes, oui, il y a des rats, parce qu'il n'y a aucune sécurité derrière les tôles. Les rats peuvent entrer dans ça, dans les immeubles là, faire des petits. Presque 10 ans qu'il supporte la chaleur étouffante la journée et le froid le soir à cause de nombreux trous dans la maison. Même si Raphaël réside avec son père, Danielle vit dans la hantise d'une catastrophe. Elle est à bout de nerfs. J'ai peur de repartir. C'est vrai, j'ai peur. Pour tout vous dire, j'ai même pas envie de repartir. J'aurais voulu que quelque chose de positif arrive à mon frère avant mon départ. De le voir sourire et me dire Daniel, je suis bien, tu peux partir tranquille. Je suis bien, je vais dormir dans un lit correct. Tu n'as pas à t'inquiéter, mais moi je m'inquiète. La rédaction n'a pas pu contacter les services concernés de la municipalité de Sainte-Marie, territoire sur lequel vit son frère. Danielle, quant à elle, a encore frappé à toutes les portes sans résultat significatif. Ce soir, elle a quitté la Martinique pour le Val-de-Marne, avec, comme toutes les fois depuis 10 ans, un immense sentiment d'échec. Restez sur ATV Guadeloupe dans quelques minutes. En avant-première, la préparation du méga concert du groupe Aquillo qui sera sur scène en Martinique prochainement. Et puis exercice en conditions réelles pour la brigade aquatique de la Guyane. Une noyade en plein milieu du Mayuri à Roura en Guyane. Voilà un scénario classique auquel les équipes de la sécurité civile doivent faire face. Immersion au cœur de cette opération avec Jonathan Lariot d'ATV Guyane. Majestueux et prêt à prendre son envol, le Dragon 973 sort de son hangar. Ici, à chaque instant, les membres de la sécurité civile veillent au bon fonctionnement de l'équipement. Ils sont 6 à travailler de jour comme de nuit à la base aérienne de la sécurité civile située à l'aéroport Félix-Éboué. Leur objectif, être prêt à intervenir à n'importe quel instant. On a déjà des délais d'intervention qui sont plus restreints que les autres, je ne parle pas du SAMU, mais en particulier les forces armées dont ce n'est pas la vocation principale puisqu'ils ont leur mission propre. L'hélicoptère, il est armé en permanence, les équipages sont là de 9h le matin jusqu'au coucher du soleil, sinon ils sont à domicile, mais en moins d'une heure ils sont aptes à décoller et partir en mission et en attente. Le temps d'un pilote, d'un équipage sécurité civile, c'est beaucoup d'attente parfois, mais c'est aussi un départ qui peut être prompt, rapide, et pour une destination qu'on ne connaît pas au départ. Toujours prêt, effectivement. Et c'est le lot quotidien de toutes les bases de métropole aussi, comme Outre-mer. De l'incendie à la catastrophe naturelle, les membres de la brigade aérienne font partie d'une équipe répartie sur plusieurs services. C'est toujours en partenariat avec les différents acteurs de la sécurité civile que se déroulent les interventions. Aujourd'hui, c'est sur le fleuve du Mayuri de la commune de Roura que les membres du Dragon 973 accompagnent les pompiers pour un exercice de sauvetage. On va décoller. On décolle d'ici avec un sauveteur à bord.
Le sauveteur est attaché directement, il restera assis sur le plancher, hein, il n'y aura pas de souci, longé directement, prêt à être treuillé. Ok, c'est bon pour tout le monde? Un exercice compliqué qui demande tout le savoir-faire des équipes. Une victime placée au centre du fleuve doit être secourue par un des sapeurs-pompiers. Et là encore, la collaboration est primordiale. C'est un atout majeur que nous ne disposons pas auparavant. Donc c'est un vecteur aérien qui est nécessaire afin de projeter les équipes spécialisées dans notre département. Donc nous avons également plusieurs types de milieux, le milieu fluvial et le milieu maritime. Donc avec ce vecteur aérien, nous sommes les partenaires privilégiés pour intervenir en matière de secours. On doit s'entraîner. C'est des moyens aussi, toute une organisation. On a des permanences qui sont mises en place mensuellement. Une veille 24 sur 24 pour qu'à tout moment nous puissions être prêts pour intervenir en cas de demande de secours. Avec près de 500 heures de vol depuis le début de l'année 2016, le Dragon 973 en est à plus de 230 personnes secourues. Un chiffre important et le sentiment du devoir accompli. La stratégie nationale concernant la politique de santé publique pour les Outre-mer a été présentée cet après-midi par le directeur de l'Agence régionale de la santé. Patrice Richard a décliné sa feuille de route. Elle s'annonce très ambitieuse. On écoute ses explications recueillies par Nathalie Dinan et Moïse Dexter. Alors, les ministres de la Santé des Outre-mer, en mai dernier, ont annoncé cette stratégie nationale de santé Outre-mer. Il y a donc au niveau national d'ailleurs un comité de pilotage et un certain nombre d'engagements qui ont été pris sur le financement. On a, pour ce qui concerne la prévention, à l'ARS, un fonds d'intervention régional. Sur le médico-social, la Caisse nationale de solidarité autonomie nous alloue des crédits pour ouvrir des établissements. Et là, une priorité sera faite à Saint-Martin, qui est particulièrement déficitaire en établissement pour personnes handicapées. Pour les établissements de santé, il y a également des allocations de ressources, mais qui ne suffisent pas puisque les établissements, 3 établissements au moins sont en déficit. Et donc ça implique une action de la feuille de route qui est le plan d'accompagnement des 2 CHU des Antilles pour travailler sur les organisations, améliorer donc l'efficience du système et mieux répondre aux patients en termes de qualité de sécurité des soins. On pense qu'en travaillant sur les organisations, d'ici l'entrée dans le futur CHU, on va pouvoir améliorer les recettes du CHU et tendre vers l'équilibre financier, même si on n'atteint pas l'équilibre, en tout cas qu'on ait une trajectoire qui aille vers l'équilibre. Et ça implique que tout le monde participe à la réflexion. Donc j'ai annoncé effectivement qu'on allait travailler sur un nouveau projet régional de santé pour 2018-2022. Et justement, comment est-ce qu'on peut améliorer la réponse aux patients. Et donc on a également comme objectif de développer la télésanté parce qu'on pense que, c'est pas qu'on pense, mais concrètement, le patient qui est à la Désirade, à Marie-Galante, qui n'a pas pu accéder à une consultation de spécialiste, la télésanté va permettre de faire un bond en avant sur l'accès à certains actes. On a présenté tout à l'heure la télééchocardiographie. Donc ça sera effectivement un progrès important pour avoir accès à des examens de cardiologue sans se rendre forcément à 1h30 ou 2 heures de son lieu de domicile. Donc l'ensemble des mesures qui sont prévues dans la feuille de route vont permettre au global de considérablement améliorer la réponse aux patients. Et dans le cadre de la loi de santé 2016, l'Agence régionale de santé a développé 5 axes pour améliorer les soins et leurs accès. Un accent particulier a été mis sur les actions de prévention en matière d'obésité et des rapports sexuels non protégés. 5 grands axes composent la feuille de route de l'Agence régionale de santé. Ils couvrent l'état de santé de la population à l'accès aux droits, en passant par la qualité des eaux, l'offre de soins et même l'installation des médecins. Un accent a été mis sur la prévention en matière d'obésité à travers des contrats locaux de santé et d'autres partenariats. Une sensibilisation des propriétaires de roulottes va être mise en œuvre avec un programme de formation. Une éducation à l'alimentation en complément de l'éducation familiale. On ne peut pas toujours attendre de la famille. C'est très très important. Mais il y a certaines familles qui vont avoir des difficultés tout simplement avec le sujet. Et donc c'est pour ça que nous, à notre rang, à la fois à l'ARS, mais aussi les autres services qui entourent l'ARS avec lesquels on travaille, de faire en sorte que, voilà, venir
pallier les difficultés, les insuffisances quelque part de la cellule familiale. Les producteurs de produits laitiers et de yaourts et qui ont signé, les deux plus gros, qui ont signé la charte d'engagement de progrès nutritionnel, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés en 2012 à diminuer la teneur en sucre ajouté. Les actions de prévention vont également être développées en matière de sexualité. La Guadeloupe enregistre encore un taux d'interruption volontaire de grossesse ou de grossesse précoce trop élevé. On a la faiblesse de dire que l'information n'est pas suffisamment comprise, donc pas suffisamment accessible. Donc simplifié sans être simpliste. On a quand même constaté que les chiffres ont tendance à diminuer, mais on attend d'avoir vraiment une pente qui est résolument cassée et qui évolue vraiment vers le bas. Bon, il y a des expériences qui sont réalisées, qui sont malheureuses, des défauts de circuit qui ne sont pas connus. De savoir qu'après un acte sexuel non protégé, qu'il y a la possibilité d'aller chez le pharmacien, peut-être vers l'infirmière scolaire, et après discussion d'obtenir le contraceptif d'urgence. Mais donc voilà, il faut se poser les questions, ne pas être dans le jugement, mais surtout être dans l'accompagnement, l'explication permanente. Une nouveauté en 2017, une plateforme téléphonique portée par la maternité consciente sera opérationnelle 24 heures sur 24, 6 jours sur 7, autour de la contraception et de l'interruption volontaire de grossesse. Plusieurs chefs d'entreprise de la Guadeloupe et de la Martinique étaient réunis aujourd'hui au Memorial Act pour participer à une rencontre de l'APM, un réseau d'échange qui regroupe plus de 20 000 dirigeants à travers le monde. Elsa Godard, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe et vous êtes également intervenante à l'APM. Alors ce matin, Nathalie Dinan et Moïse Dexter ont assisté à l'atelier que vous avez animé, mais ils nous expliquent d'abord en détail en quoi consiste l'APM, ce réseau. On regarde ensemble. Pour adhérer à l'association Progrès du Management, il faut être le numéro 1 d'une entreprise d'au moins 10 salariés. Ce chef d'entreprise qui s'inscrit à l'APM recherche des conseils d'experts dans des domaines qui vont lui permettre non pas de gérer sa structure, mais de la faire évoluer. Aujourd'hui, l'APM a réuni les membres des clubs de Guadeloupe et Martinique autour d'une thématique, l'image à l'ère du virtuel. Pour ce pharmacien, on ne peut pas y échapper. Que fait-on sans l'image, surtout par nos temps d'hypercommunication avec les selfies. Donc c'est une nouvelle vision, une remise en question, une ouverture d'esprit par des orientations suscitées par l'expert. Et ce qui est d'autant plus enrichissant, c'est les échanges qu'il peut y avoir entre les adhérents qui permettent d'argumenter, de développer sa prise de conscience de certaines choses. L'APM regroupe un ensemble de clubs. Chaque club compte une vingtaine d'adhérents qui s'engagent à devenir acteurs de leur propre progrès. C'est une démarche volontaire, une véritable bouffée d'oxygène. Une entreprise n'est que ce que son dirigeant peut être et est capable de donner. Et le plus important, ce sont les valeurs que l'APM véhicule et qui nous enrichissent tous. Donc l'APM, c'est un creuset fabuleux, je vais dire, d'enrichissement en termes de développement personnel. La grande problématique du chef d'entreprise, c'est la solitude. On ne va pas parler de solitude du pouvoir, mais de solitude du décisionnaire, parce qu'il faut prendre des décisions souvent difficiles à prendre, il faut gérer l'émotionnel, il faut être pragmatique et savoir que d'autres que nous ont les mêmes difficultés sur certaines thématiques ou certaines situations d'entreprise. Ça nous permet en fait d'échanger autour de cela à travers l'APM. Le leitmotiv de cette organisation bienveillante, c'est le progrès de l'entreprise à travers le progrès de son dirigeant. Pouvoir s'arrêter pour se remettre en question, trouver de nouvelles orientations, de nouvelles motivations, je pense que ça fait partie de la responsabilité du manager, du dirigeant d'entreprise. C'est pour ça que je fais partie de l'APM, c'est qu'il faut savoir se remettre en question. Ne pas penser, avoir une certaine humilité, ne pas penser qu'on est toujours dans le droit chemin, dans la vérité, et être capable de se dire je me trompe, ou les choses évoluent, le contexte évolue, donc je dois être capable de changer ma façon d'agir. Se développer personnellement, c'est aussi développer son entreprise. Donc ça nous apporte de l'oxygène, de la confrontation d'idées, et puis surtout, je crois, beaucoup d'humilité. On découvre un certain nombre de choses, on échange un certain nombre d'expériences et on se rend compte qu'en fait, avec beaucoup de bienveillance et d'humilité, on peut arriver seul ou ensemble à résoudre un certain nombre de problèmes, les problèmes quotidiens de l'entreprise. L'APM, c'est consacrer du temps hors de son entreprise pour son entreprise et son bien-être.
Elsa Godard, là, il était question de parler de l'impact du numérique dans nos vies. Vous avez d'ailleurs publié un livre sur ce sujet, « Je selfie, donc je suis ». Concrètement, quel est le lien, et pas l'intérêt, mais pour les chefs d'entreprise, d'aborder cette question? Alors, j'ai été invitée effectivement par l'APM à venir animer cette rencontre interclub qui regroupe 3 clubs de la Guadeloupe et 2 clubs de la Martinique autour de cette thématique, l'image à l'ère du virtuel. Et l'intérêt, c'est de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise de prendre la distance par rapport à son quotidien, de pouvoir lever la tête du guidon, comme on a l'habitude de le dire, et peut-être à ce moment-là, par cette distance, de voir le monde autrement. Et aujourd'hui, l'impact du virtuel est une problématique qui nous incombe tous. Nous avons des enjeux à relever, aussi bien dans la manière de traiter cet outil, mais aussi de redéfinir le vivre ensemble à l'heure du numérique. Alors vous dites que ces selfies ont modifié notre perception du monde. En quoi faisant? Expliquez-nous. Alors ce ne sont pas les selfies ne sont qu'une conséquence bien sûr. Ma problématique est beaucoup plus vaste puisque j'essaye de penser la place du sujet, la place de l'humain dans ces modifications qu'implique notre rapport à la virtualité. Et évidemment, nous avons différents paradigmes, notamment ce que j'appelle le passage de l'ici et maintenant. C'est-à-dire, nous sommes rentrés dans une représentation du temps qui est une représentation de l'immédiateté. Aujourd'hui, ce que j'appelle l'instant connectique nous ramène à vouloir tout de suite et à vouloir tout maîtriser dans un instant très court. Il est aussi question d'égocentrisme et de narcissisme. On est d'accord, ça développe un petit peu ce côté narcissique chez nous. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, puisque le narcissisme, et c'est en tant que psychanalyste que je répondrai là-dessus. Parce que vous l'êtes également. Oui, tout à fait. Et donc, le narcissisme, on le trouve présent à tous les étages de notre quotidien, et fort heureusement, c'est aussi celui qui consolide l'estime de soi. Je pense plutôt que dans le rapport au selfie, c'est un problème de rapport à l'image de soi, de rapport à l'identité, et donc, je dirais plutôt d'égotisme, c'est-à-dire un souci de soi sur le meilleur angle. Et quel est le danger alors? Alors, il y a des dangers ou pas, c'est comme dans toute utilisation, dans tout comportement, on peut aller dans des excès. Le danger, c'est effectivement de perdre la mesure, c'est-à-dire qu'on soit tellement à distance du bon sens et de la réalité qu'on en oublierait un usage modéré. Et effectivement, alors je ne pense pas qu'il y ait de danger au sens littéral du selfie, sauf à justement oublier ce bon sens et à imaginer parfois d'oublier la réalité environnante, ce qui fait que par exemple, l'année dernière, on a eu davantage de morts par selfie que de morts par requin. Et justement, quelles sont les clés que vous avez pu donner aux chefs d'entreprise pour se protéger justement de cette perversion, j'ai envie de dire presque? Alors, pas forcément de cette perversion, encore une fois, c'est de ne pas perdre pied dans ce contexte-là. Une des clés majeures, c'est de développer l'esprit critique. Et en clair, que chaque chef d'entreprise devienne aussi philosophe, soit capable de développer une vraie réflexion, une véritable pensée par rapport à son usage à la virtualité. Et ensemble, nous avons élaboré les prémices de ce que pourrait être, à mettre en application dans une entreprise, une charte du virtuel. En clair, une charte du vivre ensemble à l'ère du numérique. En quoi consiste-t-elle exactement cette charte? Ça, on l'a créée avec différents points. Par exemple, responsabiliser l'ensemble du personnel, l'ensemble des personnes avec lesquelles on travaille à un usage raisonné, raisonnable du virtuel. Et est-ce que l'APM justement joue un rôle pour généraliser par exemple cette charte, ce genre d'idées dans les entreprises qui adhèrent à ce réseau? C'est à la responsabilité de chaque dirigeant après. Quand on est un expert APM, on a la chance de pouvoir transmettre une pensée, une réflexion. Et comme le disait très justement votre reportage, le propre de l'APM, c'est de permettre à des chefs d'entreprise, à des dirigeants, de sortir de leurs habitudes, pour voir le monde autrement, pour le penser différemment. Et donc peut-être ça crée des idées, des échanges. C'est le lieu même d'une rencontre, toujours sous l'égide de l'écoute et de la bienveillance. Je ne vous cache pas que c'est un vrai privilège en tant qu'expert de pouvoir prodiguer des réflexions en commun, de pouvoir créer ensemble une pensée autour de valeurs communes. C'est une vraie joie en fait. Quelles ont été les réactions des chefs d'entreprise que vous avez rencontrés ce matin? Alors, des réactions très multiples, beaucoup de questionnements, beaucoup d'échanges, beaucoup d'interrogations, un peu d'inquiétude aussi face au monde qui nous attend avec toutes ces modifications technoscientifiques. Comment développer une éthique du virtuel? Comment intégrer l'objet virtuel au mieux dans une entreprise pour faire fructifier une entreprise? Donc les réactions ont été bien sûr variées, mais toujours en privilégiant ces rencontres et ces échanges. Vous dites que finalement, le numérique, c'est indispensable, mais il faut juste savoir l'utiliser à bon escient. Absolument. Ça reste un outil, tout dépend comment on l'utilise. Elsa Godard, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Est-ce que vous aimez la musique?
Je l'adore. En Guadeloupe, les Guadeloupéens aiment beaucoup la musique et il y a un groupe qui fait vraiment leur fierté. C'est le groupe Akio. Ils seront en prestation le 30 septembre prochain à Aimé Césaire, au Parc culturel Aimé Césaire de Fort-de-France. Ils vont faire chavirer cette salle de spectacle très connue. En avant-première, Linda Kayarsi et Isabelle Hameau ont pu assister à la préparation de ce méga concert. On regarde ensemble. Après plus de 38 années d'existence, le mouvement Kiltirel Akio garde toujours la même détermination et le même engouement. Pour la deuxième année consécutive, le groupe s'en ira en Martinique porter la culture du pays en la mélangeant à d'autres styles musicaux. Ne jamais abandonner sa culture, toujours penser, toujours avoir des idées aussi envers les anciens qui étaient là, notamment Mona, tout. Comme on aura avec nous aussi Dominique Coco, bon, mais c'est la culture aussi, il y a une musique aussi en parallèle, mais on voit que unis, on est longtemps plus fort. Une culture qui n'a pas de frontières. Dominique Coco fait partie des artistes invités qui restent dans la même mouvance culturelle qu'Akio. Sa collaboration avec le groupe dure depuis 5 ans. Pour lui, ce métissage sur scène est un symbole fort. Moi, dans ma démarche musicale, justement, c'est ce mélange de toutes les musiques guadeloupéennes et ouvert en plus sur les musiques de la Caraïbe. Donc forcément, dans cette démarche, je rejoins tout à fait le groupe Akio qui permet à d'autres artistes qui font pas forcément du Saint-Jean de rejoindre, mais avant tout, je pense qu'ils invitent aussi des artistes où il y a un lien culturel au niveau de l'état d'esprit quand même avec eux, bien sûr. Le groupe de tambour compte de nombreux adeptes martiniquais et pour mieux faire passer le message du partage spirituel, ils ont choisi comme autre invité Victor O, une première pour lui avec le groupe. Alors moi je suis très heureux et très fier de cette invitation, parce qu'Akio c'est quand même une institution, et puis je suis heureux aussi que ça se passe en Martinique, et donc c'est une double première pour moi, une première avec Akio, une première avec Akio en Martinique. Tous les mélanges sont toujours intéressants à faire. Moi, je me sens pas loin, même si je fais une musique un peu différente, je me sens vraiment pas loin de la musique d'Akio, parce que la musique avec les percussions, c'est la base de tout dans nos musiques. Donc, pour moi, c'est vraiment une expérience intéressante, en tout cas, vraiment. Une seule représentation est prévue le 30 septembre au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire pour ce concert qui promet d'être unique en son genre. Place aux informations pratiques maintenant. Ce week-end s'annonce festif du côté de Sainte-Rose. Demain, il y aura un village des associations qui sera mis en place sur la place de la Verdure du Bourg de 9h à 13h. Et puis l'équipe de l'établissement français du sang vous donne rendez-vous demain au centre commercial Les Flamboyants de Cap-Esterbello de 8h30 à 13h. Et si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou à nous envoyer un email à rédaction@atv.gp, ou si vous êtes une association, envoyez-nous vos communiqués à l'adresse b.fiari@atv.gp ou encore par fax au 60 65 63. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.